Salut à tous. Bon, petit épisode, on vous l'a fait courte, sur le WNO qui s'est passé cette nuit, avec le combat qui a opposé Gordon Ryan à Felipe Pena. Pour l'événement, en fait, c'était pour la ceinture du Who's Number One. Alors c'est la seule fois où vous m'entendrez dire Who's Number One, avec mon accent claqué. Là, je dirais WNO. Cet événement qui est un événement organisé par Flow Grappling, qui est en fait un événement qui s'apparente à ce qui se fait justement dans le MMA. Je pense qu'il calque les modèles qui fonctionnent bien, Flow Grappling. Flow Grappling, c'est la chaîne qui diffuse tout ce qui est jiu-jitsu brésilien et grappling. Et ils ont voulu faire, je pense, avec ce WNO, un événement type UFC, c'est-à-dire avec des catégories de poids, une ceinture à la clé, des combattants qui vont évoluer jusqu'à atteindre le combat pour la ceinture. Et surtout aussi, ils ont commencé à calquer aussi la deuxième partie avec le TUF, l'UFC Fighter, pardon, avec le Who's Next, qui est une espèce de télé-réalité où deux champions prennent une équipe en charge et les voient s'affronter jusqu'à la fin avec une entrée justement dans le WNO. La seule différence, c'est que les deux champions ne se sont pas affrontés. Alors, je ne sais pas si c'est prévu par la suite ou pas, mais ils ne se sont pas encore affrontés comme c'est le cas justement à l'UFC sur les main events. Mais voilà un petit peu le concept du WNO. Et là, cette nuit, Gordon Ryan remettait sa ceinture en jeu contre Felipe Pena. Alors, honnêtement, le fait qu'il remette sa ceinture en jeu, on s'en moque un petit peu, c'est pas ça l'important. L'important, c'est surtout que ce combat est le troisième combat qui voit s'affronter ces deux personnages-là, avec deux premiers combats qui ont été remportés par Felipe Pena. Donc c'est un des rares, voire le seul, depuis que Gordon Ryan est ceinture noire, à avoir gagné contre Gordon Ryan, justement. Et les deux fois, c'était sur le même schéma. On en avait parlé lors d'un précédent podcast avec Gordon Ryan qui attaquait à cette époque-là. C'était l'époque où il voulait, où toute la Dana RD Squad attaquait que les clés de talon. Et ça avait été très bien pris en charge par justement Felipe Pena, qui les deux fois avait pris le dos de Gordon Ryan. La première fois pour le finaliser, c'était un combat justement sans limite de temps. Et la deuxième fois, c'était à la DCC, en finale de l'Absolute de la DCC. Et là, il lui avait pris le dos, mais il n'avait pas réussi à finaliser. Les deux fois, Gordon Ryan était moins imposant physiquement, avait ce jeu de clé de jambe. Et depuis, on l'avait dit lors d'un précédent podcast, comme je vous l'ai dit, on avait, enfin moi j'avais remarqué en tout cas que Gordon Ryan avait complètement changé son jeu, il n'attaque plus du tout les clés de talon, puisque, enfin, je l'avais remarqué, ça fait l'analyste alors que tout le monde le voit, mais bon, il cherchait plus à prendre le dos dans un premier temps et puis maintenant la position montée pour changer ses soumissions. En fait, tout simplement, c'est un jeu qui est beaucoup plus sécuritaire pour lui, justement, qu'il expose beaucoup moins que le jeu de clés de talon qui, lorsqu'il est contré, donne plus d'opportunités aux adversaires. Donc là, pour ce combat, il était clair qu'il n'allait pas rentrer faire cette même erreur qui était d'attaquer la clé de talon. C'est quelqu'un qui a quand même un gros fight IQ, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et c'était sûr qu'il n'allait pas rentrer dans ce jeu-là et qu'il allait plus chercher la position montée ou le dos. D'où le fait que d'ailleurs Felipe Pena a dit lors d'une interview que Gordon Ryan ne passerait pas la garde et que Gordon Ryan avait dit « Retenez bien ces mots et vous verrez, je passerai sa garde ». Bon, ça a été plus compliqué qu'il l'a cru. Le combat, donc 44 minutes de combat, c'est énorme. C'était un combat qui était prévu sans limite de temps et sans points. C'était la condition pour qu'ils s'affrontent, ces deux-là. Ils l'ont dit depuis longtemps, ça fait longtemps qu'ils doivent se réaffronter et là ça s'est fait. La stratégie de Felipe Pena, elle était très simple, mais malheureusement pauvre. Alors pauvre parce qu'ils avaient peut-être pas prévu autre chose, ou pauvre parce que ça a été plus compliqué que prévu avec Gordon Ryan, ce qui est une grande possibilité aussi. Mais la stratégie de Pena, c'était d'obliger Gordon Ryan à tirer la garde. C'est sûrement d'ailleurs pour créer la situation justement de la clé de talon pour que Felipe Pena puisse encore une fois lui prendre le dos. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Gordon Ryan a un gros fight IQ et il a juste pris la demi-garde, bien défendu la garde, même si des fois Felipe Pena était peut-être sur le point d'être un peu plus près de le passer. Je dirais pas de le passer, mais d'un peu plus près de le passer, mais à chaque fois c'était bien, il y a la rétention de garde de Gordon Ryan, elle était bien faite, et donc à chaque fois il prenait la demi-garde et venait s'enrouler justement un peu en Kiss of Dragon pour renverser justement Felipe Pena. Alors il y a une fois en Kiss of Dragon, l'autre fois il a réussi à lui tendre la jambe et à remonter sur lui. C'était voilà, des bons renversements comme ça.
Mais d'ailleurs, je reviens sur le premier, sur le Kiss of Dragon, où ça a été, je pense, le moment où on a tous cru que le match allait se terminer très rapidement, puisque Gordon Ryan a réussi à presque prendre le dos. Il s'est retrouvé en fait en fin de leg drag et à sauter dans le dos de Felipe Pena, qui a très bien pris en charge justement cette attaque et qui a réussi à défendre pour mettre en place le début de sa deuxième stratégie quand il se retrouve sur le dos et qui s'est avéré en fait le suivre tout le long du combat. C'était de prendre Gordon Ryan en 50-50, en 50-50. Alors le 50-50 c'est très simple, hein. C'est une position où on est un peu en miroir, c'est-à-dire que si mon adversaire a ma jambe gauche, j'ai sa jambe gauche, à ma gauche, et lui à sa gauche. En gros on enroule chacun la jambe de l'autre, et voilà, c'est une position qui est horrible, horrible à regarder quand on regarde un combat de jiu-jitsu brésilien. C'est pour ça qu'elle a été sanctionnée, il fut un temps par l'IBJJF, parce que on pouvait passer 10 minutes de combat avec des gens en 50-50 où il y en a un qui remonte qui marque 2 points, l'autre qui remonte qui marque 2 points. En fait, c'était ça la stratégie des gens. Et voilà, c'est celui qui va un peu mieux la maîtriser qui pourra, donc qui sera un peu plus stable, qui pourra tirer son épingle du jeu de cette position. Mais bon, en termes de visuel, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf du tout. Et donc Felipe Pena a choisi en fait cette technique, cette garde, pour justement empêcher Gordon Ryan d'évoluer et d'aller chercher justement cette position montée ou le dos comme il a l'habitude de faire. Alors ça a fonctionné. Ça a fonctionné, surtout que il a été très intelligent dans la manière de faire, puisque quand Gordon Ryan essayait de sortir de sa jambe, de prendre de la distance pour sortir sa jambe, en fait, Felipe Pena gardait le bout de pied. Il y a même un moment où il a tenté, je pense, la compression de mollet, parce que voilà, la jambe de Gordon Ryan était pliée, et puis le mollet, enfin le tibia de Felipe Pena se retrouvait en fait entre le mollet et la cuisse, l'ischio-jambier de Gordon Ryan. Et quand Gordon Ryan était sur le point de se lever, à chaque fois Felipe Pena attaquait la deuxième jambe, la tendait pour l'empêcher de se relever et reprenait la 50-50 de l'autre côté. Et au moment où Gordon Ryan arrivait à se relever, Felipe Pena se relevait. Donc on voyait très clairement que Felipe Pena n'arrivait pas à renverser, n'arrivait pas à attaquer. De toute façon, c'était inutile d'attaquer avec les talons parce qu'on sait très bien à quel point la défense est bonne de Gordon Ryan. Et donc, les deux combattants se relevaient. Et encore une fois, Felipe Pena cherchait à rester debout et à forcer Gordon Ryan à tirer la garde pour essayer de la passer. En fait, tout simplement, son objectif c'était de passer la garde, mais il n'a pas réussi. Alors, il a été bon là-dessus. Il a réussi à garder Gordon Ryan debout, et ça, c'est quelque chose de bien. En fait, il a réussi à le garder debout tant qu'ils étaient dans un état de fatigue qui était le même, c'est-à-dire tant qu'ils étaient frais dans le combat. Donc ça donne déjà un indicateur sur le combat, les combats qui peuvent se passer à la DCC, c'est qu'on sait que la lutte est prépondérante à la DCC, et Gordon Ryan n'amène pas quand il le souhaite quand même. Si quelqu'un fait de l'anti-jeu, il peut l'empêcher d'amener. Bon, maintenant je mets des guillemets là-dessus, puisque justement, enfin, de l'autre côté, il aurait fallu qu'il y ait plus d'attaques. Je pense qu'il aurait été sanctionné, Felipe Pena, sur un combat autre d'anti-jeu, en tout cas, puisque on voit très clairement un Gordon Ryan qui tente des amener, là où Felipe Pena est plus dans la rétention. Donc ça aurait sûrement créé de l'action, et à ce moment-là, il y aurait eu plus peut-être d'ouverture pour l'un comme pour l'autre pour amener au sol. Quoi dire de plus ? Donc, la dernière stratégie, le dernier point de la stratégie en fait de Felipe Pena, donc il y a eu le fait de garder Gordon Ryan debout pour l'obliger à tirer la garde, le fait de prendre la 50-50 quand ils arrivent et qu'ils se retrouvent dos au sol, que Felipe Pena se retrouve dos au sol, et le dernier point, c'était sûrement de provoquer ce qui a été fait Gordon Ryan avec voilà, le fait de dire t'entends, le public est en train de te huer, ou tu resteras dos au sol, parce qu'il le repoussait au sol, il disait tu resteras dos au sol, c'est moi qui décide d'où se passe le combat. En gros c'était ça qu'il disait, enfin, tu décides quand c'est toi qui amènes, pas quand tu obliges l'autre à tirer, mais bon bref, tu resteras dos au sol. Et je pense qu'il essayait de faire sortir Gordon Ryan de ses gonds pour provoquer une attaque un peu moins carrée que d'habitude et en profiter pour le contrer. Gordon Ryan est resté très focus. C'est très dur de mettre en place cette stratégie-là contre un Gordon Ryan qui, lui, est toujours carré dans sa tête, est toujours très focus. Il sait ce qu'il fait, il sait où il en est, il sait quoi faire pour arriver où il est. Et c'est un mec qui est très dur à déstabiliser. Donc d'ailleurs, la preuve, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est le premier à provoquer. Les autres essaient de le provoquer aussi. Et il ne rentre jamais dans un jeu où on voit qu'il est touché. Il n'est jamais touché.
Donc ça pouvait pas fonctionner là sur un combat comme celui-ci. Et ça n'a pas fonctionné. Gordon Ryan est resté très focus. Il a provoqué de temps en temps sur des situations, sur certaines situations. Mais dans l'ensemble, il est resté quand même carré et il avait qu'un seul objectif, c'était de remporter ce troisième combat. Il y a eu un renversement de situation d'ailleurs dans le combat, à un moment où Gordon Ryan a réussi à repasser au-dessus et a réussi, grâce à sa lutte, à conserver Felipe Pena au sol. Alors Felipe Pena a une grosse garde. Ça, pour le coup, c'est vrai que pour le passé, ça a été très compliqué, mais là, pour le coup, il était un peu plus en galère parce qu'il n'a pas réussi. Gordon Ryan ne lui a pas laissé la 50-50 pendant un certain temps. Et donc il était plus dans une phase où il devait défendre sa lutte, donc avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de perte d'énergie. Et ça a joué, en fait, dans le combat, puisque c'est là où on a vu les premiers signes de fatigue de Felipe Pena. Donc il y a eu à mon sens, 3 fois où deux fois il a cherché la récupération et la troisième fois où c'était terminé dans le combat. La première fois, c'est la phase où ils sont sortis dehors et Gordon Ryan a essayé de passer, était dans un mouvement de passage de garde. Et donc l'arbitre les arrête, justement, puisqu'ils sortent du tapis. Et au moment de les faire revenir au milieu dans la position, qui est la règle du WNO, Felipe Pena choisit de dire « Non, moi je me mets pas sur le dos, je reste debout ». Et en fait, je pense qu'il connaît la règle. Je pense qu'il sait... déjà, il joue à l'esbrouf, parce que sa stratégie, c'était de rester debout et de forcer Gordon Ryan à tirer la garde. Donc être sur le dos... en plus, il commençait à voir que Gordon Ryan l'empêchait de reprendre la 50-50, donc c'était compliqué pour lui. Et donc... il y avait ça, et surtout, je pense que c'était un moyen de négocier avec l'arbitre le temps de récupérer. Il a fait ça à l'expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et donc il a récupéré une première fois de l'énergie grâce à ça. Deuxième fois, c'était plus flagrant. C'est un moment où le combat se relève, je sais plus pourquoi d'ailleurs, j'ai plus tout en tête, et Felipe Pena se retourne, marche vers la table où il y a l'organisateur, le speaker là, du WNO, et il fait mine de lui parler, mais on sent clairement que là il commence à plus avoir de cartouche, quoi. L'homme a envie de vomir. Et Gordon Ryan commence à rigoler, justement, de dire voilà, il est fini, il est mort, il tiendra pas à la fin du combat. C'est ce qui s'est passé il y a quelques minutes après, c'est-à-dire que Gordon Ryan continue à l'amener au sol, puisque la fatigue faisant, il y a beaucoup plus d'amener au sol réussi de Gordon Ryan. D'ailleurs, on voit très clairement le chemin qui est pris, c'est le chemin un peu à la mode en ce moment, c'est non pas de faire un double leg ou un single leg, mais de passer dans le dos de l'adversaire pour justement l'amener au sol et le ceinturer, l'amener au sol et se retrouver dans une position où c'est beaucoup plus dur de défendre, où on peut aller chercher le dos beaucoup plus facilement, on prend la monte. Enfin voilà, c'est un peu le schéma du moment, c'est ça. C'est de pas mettre l'adversaire, en fait, quand il tombe au sol, dans une situation de pouvoir renverser la situation très rapidement, ou de reprendre une garde ou une demi-garde, mais plus de faire en sorte de passer dans le dos et de se retrouver dans une situation beaucoup plus favorable. En fait, c'est de maximiser les résultats d'une amenée au sol, quoi, tout simplement. Et donc il l'amène beaucoup plus au sol au fur et à mesure du temps, et Felipe Pena, à un moment clé, je pense, du combat, au moment où Gordon Ryan est sur le point, même lui passe la garde, Felipe Pena abandonne. Et ça, c'est important, parce que souvenez-vous ce que je vous ai dit en début de podcast, il a dit Gordon Ryan ne me passera pas la garde. Et au moment où Gordon Ryan passe la garde, le genou passe devant la ligne de hanche, à ce moment-là, Felipe Pena abandonne. Alors, nous on le sait qu'il lui a passé la garde, mais il peut très bien encore jouer dans les médias, sur les réseaux sociaux, en disant tu ne m'as pas passé la garde, tu as vu, tu ne m'as pas passé la garde, on se retrouvera à la DCC et tu verras que ça sera autre chose. Bon, à mon avis, moi c'est plus un aveu de faiblesse, et l'aveu de faiblesse, en fait, je l'ai ressenti tout le long du combat. Alors c'était un combat qui avait pas beaucoup de rythme, mais qui était très en tension au début. Moi je sais qu'il y a certains combats comme ça où j'ai le cœur qui bat à fond, que ça soit à l'UFC, sur des combats que j'attends. Ça, c'est un combat que j'attendais depuis longtemps, j'avais le cœur qui faisait bouger la tablette sur ma poitrine. Donc voilà, mais au fur et à mesure du temps, on sent que Felipe Pena a quand même cette crainte. Il est pas serein. Enfin, même s'il paraissait ultra confiant avant le combat, finalement il est loin d'être serein, il est loin d'être confiant, et voilà, il l'a prouvé. Le plus fort techniquement, puisque celui qui a créé du jeu, c'est le seul, c'est Gordon Ryan. Même s'il n'a pas été aussi facile et loin de là que d'habitude, il n'a pas ridiculisé Felipe Pena comme ça s'est passé avec Pedro Marinho juste avant. Ça a été beaucoup plus dur.
Mais force est de constater que le seul qui a créé du jeu, c'est Gordon Ryan. En renversement, en lutte, en passage, même si les passages de Philippe Pena étaient quand même, les tentatives étaient bonnes quand même. Mais les plus gros faits de match où il y a eu, un potentiel, une potentielle action décisive qui se passe, ça a été du côté de Gordon Ryan. Donc ça, plus la provocation, plus la stratégie qui était bien faite, mais qui reste pauvre, ça montre que Philippe Pena n'est pas ni au niveau physique, ni au niveau mental, ni au niveau technique de Gordon Ryan. Et donc là, je pense que niveau ADCC, il va prendre un ascendant psychologique très fort sur Philippe Pena s'ils viennent à s'affronter. Parce que rappelez-vous que Philippe Pena a demandé à être surclassé, à être dans la catégorie du dessus, pour pouvoir affronter Gordon Ryan. Lui, il était resté dans ce truc de je suis le seul à pouvoir le battre, je suis sa kryptonite, et force est de constater que non. Donc le combat est gagné par Gordon Ryan. Alors pour moi, et sûrement pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même une victoire amère, puisque on aurait aimé voir une soumission, tout simplement. S'il n'y a pas de limite de temps, c'est pas pour voir un abandon par fatigue, mais plus pour voir un combat se gagner à la soumission. Donc même si on sait que sur des combats qui durent longtemps comme ça, la soumission, eh bien, c'est souvent une soumission de fatigue. Mais bon, il y a un cheminement, il y a un travail, et on sait, en plus, j'adore voir moi le cheminement de Gordon Ryan jusqu'à la soumission. Là, on n'y a pas eu le droit, mais on a quand même eu la victoire de Gordon Ryan sur cet événement, donc qui conserve sa ceinture. Bon, voilà, petite déception sur le combat, mais ça restait quand même un combat important dans l'histoire du grappling, du jiu-jitsu brésilien. Alors, je sais pas si c'est de tous les temps, mais en tout cas moderne. On l'attendait tous. Et voilà, il est fait. Maintenant, j'ai hâte de voir les points de changement, puisque l'un comme l'autre ont quelques semaines, entre guillemets, parce que là, ça se parle en un mois, c'est quelques semaines, parce que l'ADCC, c'est mi-septembre, donc là, on est presque mi-août. Il reste quelques semaines pour faire quelques ajustements. J'espère les revoir s'affronter lors de l'ADCC. Et on verra sur le règlement de l'ADCC qui pourra remporter ce combat. Parce que ça change tout. Entre un combat sans limite de temps et un combat avec arbitre, avec pénalité, avec point dans la deuxième partie du combat et avec 10 minutes de combat, ça change tout dans le rythme, ça change tout dans l'intention, ça change énormément de choses. On ne l'aborde pas de la même manière. Donc j'aimerais les voir dans ce format-là et revoir en fait une vraie revanche d'un combat à la DCC comme il s'est passé en finale de la DCC justement. Alors c'était pas le dernier, c'était celui d'avant. Donc voilà, à voir suite au prochain épisode. Je voudrais aussi profiter de ce podcast pour faire un petit peu une dernière dédicace à Leandro Lo. Donc on a partagé en story ce que vous savez tous aujourd'hui, c'est-à-dire la mort de Leandro Lo, qui est une mort qui est triste, qui est choquante, parce qu'on personne ne s'attendait à ça. 33 ans, surtout que moi, pour la petite histoire, c'est l'âge de ma sœur, donc je vous raconte pas ma vie, mais c'est l'âge de ma sœur, donc je prends conscience de la jeunesse de Leandro Lo, enfin comme vous tous, je pense. Mais quelle mort bête de se faire tirer une balle dans la tête comme ça. Alors il y a eu beaucoup d'histoires sur le sujet. La dernière en date et celle qui paraît le plus plausible, parce que c'est celle de l'avocat. Ça serait un policier en civil qui aurait provoqué Leandro Lo dans une boîte de nuit, qui aurait pris une bouteille sur sa table pour le provoquer. Leandro Lo l'aurait amené au sol et maîtrisé, et au moment où ils auraient relâché la pression, il aurait pris une arme et il aurait tiré 2 balles dans la tête de Leandro Lo, qui est donc parti à l'hôpital et qui est mort quelques heures après. Mais quel gâchis, quel dommage. Et pour ce grand champion qui est multiple fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien, qui a apporté énormément à la discipline et qui avait encore énormément de choses à apporter à la discipline. Et c'est triste et dommage d'apprendre ça. Le matin, tu ouvres ton téléphone et la première actualité que tu vois, c'est de voir tout le monde partager la nécrologie en fait de Leandro Lo. Donc voilà, que ça soit lui ou que ça soit quelqu'un d'autre, c'est tellement dommage que voilà, dans un club, t'es là, t'es en train de t'amuser, tu te provoques, le mec te tire une balle dans la tête, c'est triste et donc ça fait réfléchir aussi. Ça fait réfléchir, arrêter de répondre aux provocations. En fait, c'est ça, ne pas répondre aux provocations, qu'on pratique ou pas un sport de combat, qu'on soit nerveux ou pas. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, quand on voit à quel point les gens sont armés, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit partout,
Est-ce que ça sert à quelque chose de répondre à une provocation pour une question d'ego ou pour montrer qu'on est plus fort qu'un autre? Même si je sais pas si c'est ça, hein, je dis ça, j'en sais rien du tout, j'étais pas là pour voir. Hein. Mais on sait pas quelle provocation il y a eu, on sait pas comment ça s'est passé véritablement, on n'a que les grandes lignes. Mais la vie est plus importante, les amis. La vie est plus importante, donc aucune provocation ne mérite de perdre la vie. Donc ça fait longtemps que je suis dans les sports de combat. Il fut un temps, j'avais un prof qui me disait il y a des héros plein les cimetières. Donc ça donne à réfléchir. Il faut réfléchir là-dessus, et effectivement, c'est vrai. Défendez-vous que si votre vie en dépend, sinon laissez couler. Surtout si c'est que des mots, laissez couler. Il pensera qu'il est plus fort que vous, il pensera qu'il a gagné. Et alors, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Ce qui est important, c'est ce que vous savez, ce qu'il y a dans votre tête. Et puis surtout, vos proches qui n'auront pas à vous pleurer. J'ai fait ma minute vieux con, tu sais, mais c'est vraiment ça. Parce que ceux qui sont tristes, c'est ceux qui restent. La famille, les amis, là on voit partout, tous ceux qui étaient proches de lui, c'est eux qui sont tristes. Donc voilà. Bon, c'était le petit moment, il fallait qu'on en parle. Leandro Lo, un grand champion, franchement, qui aurait pu encore apporter beaucoup de choses à la discipline. Et voilà, c'est triste, c'est vraiment triste. Les amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'était un plaisir de faire ce petit podcast retour du WNO. Le prochain, et j'espère qu'on pourra le faire avec Rolly parce que je suis à l'étranger, sera donc l'analyse pronostique de Ousmane contre Edwards. C'est un combat qu'on attend aussi beaucoup, puisque Edwards, ça fait très longtemps qu'il attend sa chance au titre, sa nouvelle chance au titre. Et donc voilà, on va voir ce combat. Est-ce qu'il aura les clés ou non? On vous le dira plus tard, en tout cas sur notre analyse pour battre Kamaru Ousmane. On verra ça lors de ce podcast. En tout cas, bonne journée à vous, bonne soirée à vous, et à très bientôt. Allez, salut!